Et si tout ce que vous avez appris sur la démocratie était incomplet? Pas faux, mais dangereusement simplifié. Et si le plus grand héritage politique de l'Occident portait, depuis ses origines, un vice silencieux, un défaut interne que ses propres créateurs ont tenté de nous signaler, mais que nous avons préféré ignorer? Quand on pense à la démocratie, on pense à la liberté, on pense à l'égalité, à la représentativité, à la justice. Le monde moderne nous a appris à associer ce mot au progrès, comme si tout système politique qui l'invoque était, par définition, du bon côté de l'histoire. C'est pourquoi les présidents, les premiers ministres et les chefs d'État font la queue pour se faire photographier devant le Parthénon. Le temple, avec ses colonnes majestueuses, est devenu le symbole visuel d'un idéal. La civilisation qui a inventé le gouvernement du peuple, par le peuple. Athènes. La mère de la démocratie. La lumière au berceau de la civilisation occidentale. Mais il y a là quelque chose de profondément ironique. Car dans cette même ville que nous vénérons aujourd'hui, est née aussi une inquiétude, un doute, une critique aussi intense que les éloges que nous faisons à la démocratie 2 millénaires et plus tard. Et elle ne venait pas de tyrans, ni de réactionnaires. Elle venait de la philosophie. Plus précisément, elle venait de Socrate, le père de la pensée rationnelle en Occident. Un homme qui a vécu, pensé et qui a été condamné par la démocratie. Oui, condamné à mort, par cette même Athènes qui l'avait consacré. Mais avant sa condamnation, Socrate a fait quelque chose d'encore plus dangereux. Il a osé dire que le peuple, celui-là même que les politiciens modernes prétendent pas représenter, ne devrait pas avoir un droit de vote automatique. Du moins, pas sans avoir d'abord passé par quelque chose qui, aujourd'hui, semblerait subversif. L'éducation critique, la réflexion, la philosophie. Et c'est ici que commence un paradoxe que peu ont le courage d'explorer. La civilisation qui a inventé la démocratie a aussi inventé la critique de la démocratie. Et plus encore, elle a cultivé la pensée selon laquelle, sans sagesse, la démocratie n'est pas une vertu, mais un risque. Mais pourquoi avons-nous oublié cela? Pourquoi célébrons-nous Athènes comme exemple de gouvernement populaire tout en enterrant le cri philosophique qui résonnait dans ces places publiques? Peut-être parce qu'il est plus confortable de croire que la démocratie est un bien absolu, un dogme, que d'accepter l'idée dérangeante qu'elle peut aussi devenir une arme entre de mauvaises mains. Socrate le savait. Dans un des passages les plus troublants de La République de l'Aphrodite de Platon, on voit Socrate dialoguer avec Adimante. Il propose une image, une métaphore aussi simple que dévastatrice. Imagine un navire, un grand navire prêt à lever l'ancre. Maintenant, pose-toi la question. Qui devrait choisir le capitaine? N'importe qui? Le plus charismatique? Le plus sympathique? Ou celui qui a étudié la navigation, comprend les vents, connaît les marées et a passé des années à se former pour prendre des décisions en haute mer? La réponse est évidente, le plus préparé. Alors pourquoi, demande Socrate, laissons-nous n'importe quel citoyen choisir qui va diriger un pays? Pourquoi traitons-nous le vote comme un droit inconditionnel, alors qu'il devrait être une responsabilité fondée sur la raison? Cette métaphore, dite il y a plus de 2000 ans, reste dérangeante, parce qu'elle soulève un soupçon que beaucoup refusent encore de considérer. Et si la démocratie n'était pas une garantie de lucidité collective, mais simplement un pari sur le bon sens de la foule? Et comme tout pari, elle peut échouer. Socrate a vu cet échec de près, et il l'a payé de sa vie. Mais avant de parler de sa mort, il faut comprendre ce qui était en jeu. Socrate n'était pas un réactionnaire qui méprisait le peuple. Il ne prônait ni la tyrannie ni les privilèges héréditaires. Au contraire, il croyait au pouvoir de la raison accessible à tous, mais à condition qu'elle soit cultivée, qu'elle soit développée. Il rêvait d'une démocratie faite d'esprits entraînés, non d'une oligarchie. C'était une invitation à la sagesse,
non à l'exclusion. Mais cette invitation exige quelque chose que beaucoup préfèrent éviter. Penser avant de donner son avis. Douter avant de voter. Reconnaître sa propre ignorance avant de revendiquer une autorité sur le destin collectif. Et cela, pour une foule habituée à confondre désir et vérité, est insupportable. La démocratie, telle qu'elle fut façonnée à Athènes et héritée par nous, fonctionne comme une scène ouverte. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut voter. Mais qui écoute vraiment? Qui est prêt à entendre ce qu'il ne veut pas entendre? Socrate marchait dans les rues, les marchés, les places, non pour enseigner des vérités absolues, mais pour poser des questions. Des questions qui désarmaient les convaincus, qui démantelaient les arrogants. Des questions qui dérangeaient plus qu'elles n'éclairaient, et c'est pour cela qu'il fut considéré comme dangereux. Car un peuple qui ne veut pas penser rejette celui qui pense trop. Athènes était démocratique, mais aussi émotive, impulsive, volatile. L'Assemblée votait à l'applaudimètre. Les discours étaient l'archéo des concours d'éloquence, non de contenu, et la justice était rendue par des jurés tirés au sort qui décidaient du sort d'un homme en une demi-journée. Et un jour, ils ont décidé que Socrate était une menace, non parce qu'il avait conspiré contre le gouvernement, non parce qu'il cherchait le pouvoir, mais parce qu'il enseignait aux jeunes à ne pas accepter la première réponse venue. Accusé de corrompre la jeunesse et de nier les dieux de la cité, il fut jugé par 500 citoyens, la démocratie en action, et par 280, voix contre 220, il fut déclaré coupable. L'homme qui croyait le plus au pouvoir de la raison fut réduit au silence par la majorité. Est-ce un triomphe de la démocratie ou une tragédie annoncée? C'est ici que commence notre crise de mémoire, car nous avons appris à applaudir la démocratie sans en douter. Nous avons oublié qu'elle est née avec une fissure philosophique dans sa fondation. Une fissure que Socrate a tenté d'ouvrir, non pour détruire le système, mais pour le rendre plus juste, plus lucide, plus résistant à la manipulation. Mais nous avons été éduqués à vénérer le système, pas à le questionner. Et ainsi, 2000 ans plus tard, nous continuons à traiter le vote comme un droit automatique, sans nous demander si l'éducation qui le soutient est profonde, critique, responsable. Nous pilotons le navire, mais sans savoir lire les étoiles. Alors surgit la question que Socrate nous poserait. S'il était vivant aujourd'hui, sommes-nous vraiment prêts à choisir nos dirigeants? Ou choisissons-nous simplement les plus agréables, les plus séduisants, ceux qui nous disent de ce que nous voulons entendre? Car si la démocratie est le gouvernement du peuple, que se passe-t-il quand le peuple ne veut pas penser? Voilà la blessure ouverte que la philosophie grecque nous a laissée, non comme un dogme, mais comme une provocation, une graine qui attend encore de germer. Mais pour cela, il nous faut d'abord revenir aux origines. Il nous faut revisiter l'Athènes antique, non avec des yeux de touristes, mais avec l'audace de ceux qui veulent comprendre ce qu'elle a tenté de nous dire et que nous avons choisi d'oublier. Et au centre de cette histoire, il y a lui, l'homme qui a défié le système avec rien d'autre que sa propre logique. L'homme qui a été condamné non pas pour avoir menti, mais pour avoir posé des questions trop vraies. Socrate, et s'il avait eu raison depuis le début, imaginez que vous êtes dans un avion, à 35 000 pieds d'altitude, de la turbulence à l'horizon. Le pilote annonce qu'il devra effectuer un atterrissage d'urgence. Puis, soudainement, il se tourne vers les passagers et dit « C'est à vous de décider qui va piloter maintenant. On va faire un petit vote rapide. Vous ririez ou vous paniqueriez? Parce qu'il est évident que piloter un avion exige de la préparation, des compétences, de l'expérience, des années d'études. Personne
sain d'esprit, ne confierait la sécurité de centaines de personnes à quelqu'un qui a simplement de bonnes intentions. Alors pourquoi acceptons-nous cela en politique? Pourquoi confions-nous le destin de millions de vies à des candidats choisis par des électeurs qui, souvent, n'ont jamais étudié l'économie, ne comprennent pas les lois de base, confondent rumeurs et faits, mais dont le vote pèse autant que celui d'un constitutionnaliste ou d'un politologue? C'est là le point de rupture de Socrate. Dans sa métaphore du navire, décrite par Platon dans La République, il peint une scène simple mais dévastatrice. Un bateau sur le point de prendre la mer agitée. Équipage nerveux. Passagers pleins d'espoir. Mais, juste avant le départ, quelqu'un demande « Qui sera le capitaine ?» Et la foule répond « On va choisir à la majorité. Chacun vote pour le plus sympathique, le plus drôle, le plus charismatique. » Et soudain, la barre du navire est confiée à quelqu'un qui n'a jamais tenu une boussole. Ce n'était pas qu'une parabole politique, c'était un cri contre l'illusion que toutes les opinions se valent, même quand elles ne sont pas fondées. C'était un avertissement contre le culte du charisme, de l'éloquence creuse, de l'esthétique de la popularité. Et voici la partie la plus difficile à accepter. Pour Socrate, voter n'est pas un droit naturel, c'est une compétence acquise. De même que personne n'est pilote, personne n'est prêt à choisir des gouvernants. Mais nous vivons comme si c'était le cas. Nous vivons dans une culture qui romantise le bon sens populaire et méprise la spécialisation. Nous vivons à une époque où les plus ignorants parlent avec autant, ou plus, d'assurance que les plus savants. Socrate le voyait. Et cela dérangeait. Parce qu'il exposait, avec des questions simples, la fragilité des certitudes. Il ne donnait pas de réponse. Il déstabilisait. Et ce qui est le plus troublant, c'est de voir à quel point sa métaphore du navire s'applique aujourd'hui. Combien de fois choisissons-nous des dirigeants sur la base d'eux-mêmes? Combien d'élections se décident par des slogans vides, des effets de style, des fake news sur WhatsApp? Combien de fois, en pleine crise, nous rendons-nous compte, trop tard, que le commandant ne sait pas ce qu'il fait? La métaphore du navire se répète à chaque élection. La mer change, les visages changent, mais l'erreur demeure. Et le prix est toujours payé par les passagers, par vous, par moi, par ceux qui croyaient savoir où allait le bateau, alors qu'ils étaient entraînés par le courant de l'ignorance collective. Et il ne s'agit pas de mépriser le peuple, Socrate ne le faisait pas. Il croyait au potentiel humain, mais il savait aussi que le potentiel sans préparation est un risque. La question n'est pas de savoir qui peut voter, mais comment cette personne est arrivée jusqu'à ce moment. Quelle éducation a-t-elle reçue? Quels réflexes critiques a-t-elle appris à développer? De quels outils dispose-t-elle pour distinguer le vrai du manipulé? Aujourd'hui, beaucoup considèrent la démocratie comme une fin en soi, comme si le simple fait de voter suffisait à garantir la justice, comme si l'urne pouvait réparer tous les torts du passé. Mais pour Socrate, la démocratie était un moyen, un chemin. Et comme tout chemin, il peut conduire à la construction ou à l'abîme. L'histoire d'Athènes en est la preuve. Nous ne parlons pas d'une ville ordinaire. Athènes fut pendant des siècles un phare de la pensée, de l'art, de la politique. Elle a inventé le théâtre, les mathématiques abstraites, la philosophie systématique. Mais elle a aussi inventé le lynchage juridique. Elle a inventé le populisme institutionnel. Et elle s'est enfoncée dans des guerres inutiles, menées par des leaders trop séduisants, pas assez prudents. Le cas le plus emblématique est celui d'Alcibiade, un homme taillé pour gagner des élections, beau, éloquent, riche, audacieux. Il promettait des victoires faciles, des conquêtes glorieuses, la domination étrangère. Il a convaincu le peuple de soutenir une expédition militaire absurde en Sicile. Le résultat? Un désastre qui a affaibli Athènes pendant des décennies.
Et vous savez qui avait tenté de mettre en garde contre lui? Socrate. Mais le peuple a préféré écouter l'homme à la parole douce. Il a préféré le vendeur de douceur. Car Socrate comprenait aussi cela. L'être humain ne cherche pas la vérité. Il cherche le confort. Et la démocratie, sans éducation, devient un festin de promesses sucrées. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois dans votre vie êtes-vous tombé dans ce piège? Combien de fois avez-vous cru en quelqu'un simplement parce qu'il disait ce que vous vouliez entendre? Les politiciens ne sont pas des monstres par nature. Ils sont le reflet de l'électorat. Et comme le disait Platon, le châtiment des bons qui ne s'intéressaient pas à la politique, c'est d'être gouverné par des mauvais. La démocratie ne faillit pas parce qu'elle permet le vote. Elle faillit quand elle dispense de réfléchir. Aujourd'hui, nous avons accès à tout le savoir du monde au creux de la main. Mais l'utilisons-nous pour apprendre ou seulement pour renforcer nos opinions? Socrate posait des questions dérangeantes. Et peut-être s'il vivait aujourd'hui, il demanderait « Pourquoi tant de gens regardent 5 heures de série, mais ne lisent pas 5 minutes sur les politiques publiques? Pourquoi t'en trouves ennuyeux d'étudier l'économie, mais prennent des décisions électorales basées sur des phrases de TikTok? Pourquoi confions-nous la barre du navire à celui qui crie le plus fort, et non à celui qui sait naviguer? La réponse est douloureuse, mais nécessaire. Parce que l'éducation est devenue un détail. Et là où la sagesse est un détail, la démagogie devient la star. La démocratie que voulait Socrate était exigeante. C'était une démocratie intellectuelle, construite par des citoyens actifs, pensants, critiques. Mais la démocratie que nous avons créée est passive. Elle est façonnée par des algorithmes, des réseaux sociaux, des influenceurs qui se soucient plus de leur taux d'engagement que de leurs responsabilités. Et à la fin, la vraie question est, préférez-vous un pilote sympathique ou un pilote compétent? Parce que l'histoire ne pardonne pas les votes impulsifs. Elle fait payer avec des intérêts. Elle répond par des guerres, des récessions, des reculs. Et il ne suffit pas de dire « je ne savais pas » après coup. L'urne n'accepte pas les retours. C'est pourquoi cette métaphore du navire est plus qu'une vieille histoire. C'est un miroir qui vous demande sur quelle mer naviguez-vous en ce moment. Et plus important encore, à qui confiez-vous la barre? Si cette vidéo vous a dérangé, tant mieux, c'était le but. Parce que penser fait mal, mais ne pas penser coûte. Et si vous croyez que nous avons besoin de plus de gens qui posent des questions, qui étudient, qui réfléchissent avant de voter, alors cette chaîne est aussi la vôtre. Ici, on ne vend pas de douceur. On offre des questions, parfois amères, mais toujours nécessaires. Avez-vous déjà pensé que la démocratie peut tuer? Pas avec des armes, mais avec des votes. Pas avec de la répression, mais avec du consensus. Entre Undranitionnio avesagi jace, Athènes a prouvé que la majorité peut se tromper, et que parfois, elle se trompe de façon irréversible. Car cette année-là, une foule démocratique, libre et légitime a décidé que le plus grand penseur de son époque devait mourir. Son crime? Poser des questions que personne ne voulait entendre. Socrate a été jugé pour avoir corrompu la jeunesse et nié les dieux de la cité. Mais tout le monde savait que ce n'était pas vraiment pour cela. Il a été condamné parce qu'il dérangeait, parce qu'il faisait réfléchir, parce qu'il exposait, par une simple conversation, le vide de nombreuses certitudes applaudies en public. Mais pourquoi cela dérange-t-il autant? Pourquoi quelqu'un qui se contente de poser des questions peut-il être perçu comme une menace plus grande qu'un général rebelle ou un voleur de fonds publics? Parce que penser, c'est désobéir en silence. Et Socrate était un désobéissant né. Il errait dans les rues d'Athènes comme un fantôme de lucidité, heurtant les vanités des politiciens, des juristes, des marchands, des poètes et des citoyens eux-mêmes. Il ne détruisait pas des réputations. Il faisait pire. Il déconstruisait des illusions.
Et la démocratie, celle qui devrait être le lieu même du questionnement, a réagi avec violence à la présence d'un homme qui refusait simplement les réponses toutes faites. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà osé soulever un doute dans un groupe qui ne répète que des phrases toutes faites? Avez-vous déjà remis en question une idée populaire et senti les regards changer de ton? Alors vous savez en partie ce qu'a ressenti Socrate, à la différence près que dans votre cas, ce fut peut-être un cancellement. Dans le sien, ce fut la mort. Le procès de Socrate n'a pas été une erreur judiciaire ordinaire. Ce fut un spectacle politico-psychologique. Les juges, 500 hommes tirés au sort, représentèrent le peuple. Chacun avait droit à un vote. Chacun était influencé, non par des preuves, mais par des discours enflammés et des peurs collectives. Mais quelle était la vraie peur derrière ces toges? Socrate était accusé de corrompre la jeunesse, mais ce qu'il faisait, c'était leur apprendre à tout remettre en question. Absolument tout. Les parents, les maîtres, les poètes, les politiciens, les dieux, et surtout la cité elle-même. Car quel gouvernement souhaite former des citoyens qui doutent de lui? Vous commenceriez à percevoir la fragilité du système si vos propres enfants commençaient à se demander pourquoi un politicien corrompu reste au pouvoir, ou pourquoi tout le monde chante un hymne que personne ne respecte, ou pourquoi on dit que la justice est aveugle, alors qu'elle semble ne voir que les riches. C'est dérangeant. C'est disruptif. Mais c'est exactement ce que faisait Socrate. Et il le faisait à voix haute. Sur l'agora, au gymnase, sur les marchés, il s'asseyait avec les jeunes et demandait « Es-tu sûr de savoir ce qu'est le courage? Qu'est-ce que la justice au fond? Tu dis suivre les dieux, mais sais-tu ce que cela signifie? » Les gens ne savaient pas. Et c'était là le problème. Personne n'aime être exposé en public, même avec douceur. Et Socrate n'attaquait jamais, il déconstruisait. Alors le système a réagi, comme le font presque tous les systèmes quand on pointe leurs contradictions, avec une peur déguisée en justice. Mais pourquoi 500 citoyens, représentants du peuple, ont-ils dit oui à la mort d'un vieil homme qui ne représentait aucun danger physique? Parce que la peur n'a pas besoin de logique pour se justifier. Et la démocratie, lorsqu'elle a peur, agit souvent comme la tyrannie qu'elle prétend combattre. Voilà ce qu'on ne vous dit jamais dans les cours d'histoire. On préfère raconter Athènes comme le berceau de la liberté, de la raison, de la civilisation. Mais là, au cœur même de la ville, une question a été plantée, et elle ne nous a jamais quittés. La majorité a-t-elle toujours raison? Si 280 personnes votent Mahadat pour la mort d'un homme sage et 220 pour son acquittement, qu'est-ce que cela nous enseigne? Que la vérité peut être vaincue par 60 voix, que la raison peut être écrasée par une majorité numérique. Et cela nous oblige à affronter une question que beaucoup préfèrent éviter. Voter, est-ce la même chose que bien juger? L'opinion de la majorité, est-ce forcément la justice? La démocratie est-elle juste par nature? Ou nécessite-t-elle quelque chose de plus pour ne pas devenir sa propre caricature? La réponse de Socrate viendrait dans le silence. Il aurait pu fuir. Ses amis avaient un plan. Mais il a refusé. Pourquoi? Parce que fuir aurait signifié admettre que la justice est subjective. Et il préférait mourir fidèle à sa philosophie que vivre en contradiction avec elle. Dans la cellule où il attendait la mort, il a reçu ses amis, sa famille, ses disciples. Il a discuté d'idées jusqu'à son dernier jour. Et quand l'heure est venue, il a bu la ciguë avec calme. Il n'a pas supplié. Il n'a pas pleuré. Il a simplement bu. Et pendant que le poison montait en lui, il parlait. Il parlait de l'âme, de l'immortalité, du bien, de la vérité, de cette liberté qui n'existe que lorsque l'on ne se vend pas, même pas par peur de la mort. Le plus troublant dans tout cela, la démocratie a tué l'homme le plus démocratique qui ait jamais existé. Car Socrate était peut-être le seul à Athènes
qui croyait réellement au pouvoir de la raison collective, mais d'une raison formée, d'une raison cultivée. Il rêvait d'un peuple libre, mais libre de l'ignorance. Et c'est pourquoi il fut perçu comme une menace. Aujourd'hui, nous le vénérons comme martyr de la philosophie. Mais nous n'avons rien appris de lui. Nous continuons à traiter les élections comme des téléréalités. Nous continuons à choisir nos politiciens comme on choisit son équipe de football. Nous continuons à nourrir la machine du spectacle et à nous offusquer lorsque le système produit exactement ce que nous avons demandé. Combien de sigus modernes sommes-nous en train de servir? Combien de penseurs, de scientifiques, de professeurs, d'artistes sont aujourd'hui annulés, réduits au silence, isolés, non parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils ont trop raison? Et pire, combien de fois sommes-nous les jurés? Combien de fois participons-nous avec un clic, une moquerie, un vote inconscient, à une énième exécution symbolique de quelqu'un qui voulait seulement faire réfléchir le monde? La mort de Socrate n'est pas le passé. C'est un miroir. Et chaque fois que nous méprisons le savoir, chaque fois que nous nous moquons de la philosophie, chaque fois que nous disons que l'important, c'est le charisme, nous sommes en train de tenir la coupe de ciguë. La seule différence, cette fois, c'est que ceux qui la boiront, ce sera nous tous. Et si nous étions en train d'utiliser le mot « démocratie » comme un sortilège, un mot joli que personne n'ose remettre en question, même lorsqu'il ne signifie plus ce que nous croyons, le mot « démocratie » est devenu un bouclier. Dites que quelque chose est démocratique et tout est pardonné. Un projet autoritaire, il a été élu. Une décision insensée, elle vient de la majorité. Une catastrophe politique, ça fait partie du processus. Mais, et si nous étions simplement en train de romantiser une erreur collective? Et si le problème n'était pas la démocratie, mais ce que nous en avons fait? Quand Socrate marchait dans les rues d'Athènes, il n'était pas contre le peuple. Il était contre la superficialité, contre la précipitation, contre l'habitude de transformer une opinion en décret. Il ne disait pas que seuls quelques-uns devaient gouverner parce qu'ils devaient gouverner. Mais il affirmait sans détour que tous n'étaient pas prêts à décider. Et c'est ici qu'apparaît une distinction oubliée. Peut-être la plus importante de toutes, la différence entre démocratie par naissance et démocratie par compétence. Aujourd'hui, tout le monde n'est citoyen. Tout le monde a droit au vote, à la parole, au choix. Mais quel chemin a mené à ce choix? Quelle formation a façonné cette conscience? Combien d'heures d'études, de lecture, d'affrontements avec des idées contraires ont nourri cette décision? En d'autres termes, qu'est-ce qui valide un vote? Un numéro d'identité ou une réflexion? Socrate n'a jamais défendu l'exclusion du peuple, mais il croyait que la citoyenneté se conquiert par la raison, pas par la naissance. Pour lui, une démocratie légitime ne pouvait exister que si elle était précédée par un peuple éduqué, critique, responsable. Une démocratie de philosophes, pas de slogans. De citoyens qui pensent, pas d'électeurs qui réagissent. Pensez au contraste. La démocratie moderne apprend à voter à 16 ans. Mais elle n'enseigne ni la logique formelle, ni la dialectique, ni comment distinguer un argument valable d'un sophisme émotionnel. Et ensuite, elle attend de ces jeunes qu'ils choisissent des représentants qui vont légiférer sur des sujets comme la retraite, la fiscalité, les relations internationales, le budget public. Est-ce de la liberté ou de l'abandon? De l'émancipation ou de la négligence institutionnalisée? Socrate y verrait un effondrement silencieux. Parce que donner le droit de vote sans donner les outils pour bien l'exercer, ce n'est pas autonomiser, c'est exposer. C'est comme donner une voiture à quelqu'un qui n'a jamais vu un volant et lui dire « Allez, conduis, c'est ton droit ». Sauf que la route est collective. Et si cette personne ne sait pas ce qu'elle fait?
Tout le monde paie le prix. La société entière s'écrase avec elle. La question que Socrate nous oblige à poser est brutale. À quoi bon le vote si l'ignorance a vaincu l'éducation? À quoi sert la liberté si personne n'a été préparé à l'exercer avec responsabilité? Et ici, il ne s'agit pas d'élitisme, il s'agit de critères. Socrate ne disait pas « seuls les riches doivent voter ». Il disait « seuls ceux qui ont profondément réfléchi doivent décider ». Riches ou pauvres, jeunes ou vieux, la seule aristocratie qu'il défendait était celle de la pensée. Mais la démocratie que nous pratiquons repose sur une autre logique. Elle part du principe que tout être vivant, à l'intérieur des frontières d'un État, est apte à choisir. Cette idée semble belle, égalitaire, moderne, mais elle cache aussi un piège. Elle ignore la complexité du fait de décider. Elle transforme des décisions morales, économiques, sociales et juridiques en un simple bouton pressé tous les 4 ou 5 ans. Et entre deux cycles électoraux, on exige peu, on enseigne peu, on ne demande presque rien. Résultat, des électeurs formés par des publicités, des citoyens façonnés par des récits. Une foule qui croit être libre parce qu'elle peut choisir entre des candidats qu'elle ne comprend même pas. Avez-vous déjà pensé au nombre de personnes qui votent par vengeance? Combien choisissent des candidats qui vont tout faire exploser sans même savoir ce qu'est ce tout? Combien sont guidés par le ressentiment, la colère, l'impulsion émotionnelle? La démocratie socratique exigerait une autre posture, un vote né de la réflexion, d'un débat intérieur, après avoir écouté des arguments contraires, après avoir douté de ses propres certitudes. Mais cela prend du temps. Et la démocratie actuelle déteste le temps. Elle est faite pour les cycles courts, pour le marketing, pour les réponses rapides. Et alors surgit une contradiction insoluble. Nous voulons une démocratie stable, mais nous ne sommes pas prêts à former des citoyens stables. Socrate, s'il voyait cela, ne blâmerait pas les électeurs. Il blâmerait le système de formation, les écoles qui n'enseignent pas la philosophie, les gouvernements qui préfèrent un peuple distrait, les médias qui encouragent la réaction mais pas l'analyse. Il savait qu'une société éduquée est plus difficile à manipuler, mais il savait aussi que c'est la seule manière d'éviter la ruine. Car si le peuple n'est pas éduqué, un autre type de figure prendra sa place. Qui? Celui qui sait parfaitement comment séduire une masse privée de pensée. Celui qui utilise des mots simples, des promesses faciles, des ennemis tout désignés. Celui qui offre la sécurité en échange de la critique. Celui qui brille sur scène, mais est vide de contenu. Vous connaissez son nom. Nous avons déjà vu son ombre sur les places d'Athènes. Et nous verrons son visage complet dans la prochaine partie. Mais avant d'avancer, une dernière provocation. Combien de décisions avez-vous prises dans votre vie sur la base de l'apparence de quelqu'un? D'un ton de voix assuré? D'une phrase choc? D'un sourire qui semblait sûr? Et plus tard, quand tout s'est effondré, vous avez dit « mais ça avait l'air si vrai ». La démocratie, lorsqu'elle se contente de ce qui a l'air, a déjà commencé à mourir. Parce que le vrai vote n'est pas un bouton. C'est un miroir. Et Socrate nous a appris à nous poser la question en regardant ce miroir. Savez-vous vraiment pourquoi vous choisissez? Ou ne faites-vous que répéter ce qu'on vous a dit? Certaines menaces n'arrivent pas avec des chars. Elles entrent par la porte d'entrée, en souriant. Elles sont applaudies, élues, suivies. Et ce n'est qu'ensuite qu'elles révèlent le véritable prix de leur ascension. C'est pour cela que les anciens Grecs redoutaient une figure bien précise. Le démagogue, pas le tyran, pas le général, pas l'ennemi étranger, mais le leader qui séduit le peuple avec les bons mots, pour les mauvaises raisons. Socrate en a connu un de près. Son nom, Alcibiade, et son histoire semblent écrites pour aujourd'hui. Alcibiade était charismatique, beau, riche,
orateur brillant. Il savait s'adapter à tous les milieux et faire plier les volontés. Il avait ce que les politiciens modernes tentent d'imiter, de la présence. Les gens voulaient le suivre, non parce qu'il disait la vérité, mais parce qu'il offrait du spectacle. Et Athènes, fatiguée, divisée, en manque de direction, a été charmée. Il promettait la grandeur. Il parlait de victoires faciles, de conquêtes héroïques, d'expansions glorieuses. Il peignait l'avenir comme une épopée, où le seul devoir du peuple était de croire, d'applaudir, de le suivre. Et le peuple l'a suivi. Alcibiade les a convaincus de lancer une expédition militaire ambitieuse vers la Sicile, en 415 avant notre ère. JHC. L'idée était simple et enivrante. Étendre l'empire, conquérir de nouveaux territoires, revenir en héros. C'était exactement le genre de plan que Socrate détestait. Grandiose dans le discours, vide dans la stratégie. Le résultat ? L'un des plus grands désastres militaires de l'histoire grecque. Des milliers de soldats morts, des ressources dilapidées, l'image d'Athènes profondément ternie. Et Alcibiade ? Il s'est enfui. Littéralement. Il a trahi sa propre cité, a conclu des alliances avec Sparte, puis avec la Perse, puis a tenté de revenir. C'était une figure caméléon, symbole vivant de la manipulation politique. Mais pourquoi le peuple a-t-il cru en lui ? Parce qu'il voulait y croire. Et c'est là ce qu'il y a de plus dangereux. Le démagogue n'impose pas. Il séduit. Il ne prend pas le pouvoir par la force. Il vous fait le lui donner de bon gré. Et ici, il faut faire une pause, un petit souffle. Car ce dont nous parlons ne concerne pas un homme en particulier, ni même Athènes. Il s'agit d'un schéma. Le démagogue apparaît toujours quand la démocratie laisse trop de place à l'émotion et pas assez à la raison. Il lit le peuple comme un scénariste lit son public. Il sait ce qui touche, ce qui indigne, ce qui console, et il transforme cela en promesses politiques. Mais la promesse est toujours superficielle, parce que la profondeur fait peur. Penser prend du temps, et penser ne fait pas le buzz, ne rapporte pas de voix facile. C'est pourquoi, au fil de l'histoire, les démagogues gagnent toujours face aux philosophes, du moins dans le premier acte. Aux États-Unis, au XXe siècle, on a vu l'ascension de figures comme Huey Long, gouverneur de Louisiane. Long promettait de redistribuer les richesses, d'éradiquer la misère, de défier les puissants. Il était adoré, ovationné, surnommé le roi des pauvres. Mais derrière ces discours vibrants apparaissaient les signes d'un autoritarisme naissant, d'une répression silencieuse, d'un culte de la personnalité. Son histoire s'est arrêtée par un assassinat. Mais la question demeure, combien de Long rôdent aujourd'hui ? Combien ont déjà été élus ? Combien le seront encore ? Et plus inquiétant encore, combien de fois avons-nous nous-mêmes contribué à les hisser là-haut ? Parce que le démagogue moderne porte un costume. Il fait des TikTok. Il prend des photos avec des enfants. Il promet de baisser les impôts, de garantir la sécurité, de remettre de l'ordre. Il apparaît là où l'éducation échoue, là où la colère remplace le discernement, là où le peuple veut un coup de poing, pas une explication. Et il manie toujours la même arme, la rhétorique émotionnelle. Vous connaissez ce discours qui vous donne l'impression d'être compris mieux que par votre propre famille. Cette phrase qui vous offre un ennemi, une cause, une solution simple. Attention, cela peut être du venin à la voix de miel, et ce n'est pas une théorie, c'est de l'histoire. Dans l'Allemagne des années 1930, Adolf Hitler n'est pas arrivé au pouvoir avec des chars. Il est arrivé avec des mots, avec l'illusion de restaurer l'honneur national, avec la manipulation de la peur et du ressentiment collectif. Et le plus troublant, il est arrivé par le vote. Oui, la machine nazie a été alimentée démocratiquement avant de détruire la démocratie qui l'avait rendue possible. Cela ne veut pas dire que la démocratie est faible, mais qu'elle est vulnérable
si elle n'est pas protégée par la raison. Et c'est exactement ce que Socrate avait vu avant tout le monde. Il savait que la démocratie n'était pas à l'abri de son propre effondrement, que le peuple, mal formé, pouvait applaudir sa propre chute en croyant vivre une révolution. Socrate ne craignait pas le vote. Il craignait le vote sans réflexion, car ce vote ouvre toujours la porte à l'homme qu'il faut, au mauvais moment, au messie politique, au guérisseur social, au magicien institutionnel. Et quand la démocratie devient une scène pour magiciens, la vérité devient un tour de passe-passe. La réalité devient un scénario. Et le peuple devient un public. Vous voulez une statistique que peu de gens aiment citer? Dans une étude mondiale de 2020, plus de 50% des 16 à 25 ans ont déclaré préférer un gouvernement efficace à un gouvernement démocratique. Pas par ignorance, mais parce qu'ils associent démocratie à lenteur, corruption, déception. Autrement dit, la scène est prête. La frustration est devenue carburant. L'urgence est devenue prétexte. Et la tentation du discours facile est plus forte que jamais. Alors, comment résister? Comment éviter qu'Alcibiade, ou sa version moderne, l'emporte à nouveau? Socrate dirait par une éducation radicale, par une formation morale, par un entraînement philosophique, par une culture qui enseigne à douter avant d'obéir. Mais qui est prêt à cela? Qui est prêt à investir dans des écoles qui forment des penseurs, pas juste des passeurs d'examen? Qui est prêt à attendre des décennies pour des résultats, plutôt que 4 ans pour des votes? Voilà le vrai dilemme. Et peut-être le plus dangereux. La précipitation est l'allié du démagogue. Elle raccourcit les débats, accélère les promesses, désactive le scepticisme. Et face à cela, une question demeure. Reconnaîtriez-vous un Alcibiade aujourd'hui? Ou seriez-vous, vous aussi, séduit par son charisme, sa narration, la rage qu'il reflète? La démocratie moderne est peuplée de réincarnations d'Alcibiades. Certains crient, d'autres murmurent, mais tous savent exactement ce que vous avez envie d'entendre. Et pendant que vous écoutez, la raison est doucement bercée pour s'endormir. Imaginez une élection. Sur scène, 2 candidats. Le premier monte, sérieux. Il dit que le peuple est malade, que le système est intoxiqué, qu'il faudra couper les excès, changer les habitudes, faire des sacrifices. Il promet de la responsabilité, de l'éducation, un traitement sur le long terme. Le second arrive en souriant. Il tient un gâteau dans les mains. Il dit qu'il n'y a aucune maladie, seulement un manque de plaisir. Il promet de la douceur, de la liberté, de l'indulgence. Et il offre, là, tout de suite, une belle part de dessert. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Qui pensez-vous qui va gagner? C'est la métaphore que Socrate nous a laissée. Simple, directe, dévastatrice. Il disait que, dans un affrontement entre un médecin et un pâtissier, le peuple choisit presque toujours le pâtissier. Pas parce qu'il est idiot, mais parce qu'il est fatigué. Pas parce qu'il veut mourir, mais parce qu'il veut ressentir quelque chose de bon, maintenant. Et le problème? C'est que le pâtissier ne guérit pas. Il fait seulement reculer l'effondrement. Quand Socrate a présenté cette image, il y a plus de 2000 ans, il ne décrivait pas seulement Athènes. Il nous décrivait nous tous, aujourd'hui, ici, maintenant. Car le pâtissier est partout. Il prend la forme du politicien qui promet des solutions sans sacrifice, du commentateur qui a toutes les réponses, même s'il n'a jamais posé les bonnes questions, de la narration prête à consommer, emballée, sucrée, comme une confiserie ultra transformée pour des esprits affamés de certitude. Mais pourquoi cette métaphore est-elle si puissante? Parce qu'elle nous confronte à une vérité dérangeante. Le plus grand ennemi de la démocratie n'est pas le tyran, c'est le plaisir immédiat. Un exemple? Quand un gouvernement annonce qu'il va réduire les dépenses pour équilibrer le budget, il agit comme un médecin. C'est impopulaire, technique, nécessaire. Mais le peuple proteste,
se plaint, souffre. Alors le pâtissier arrive. Pas besoin de réduire. On peut dépenser plus, imprimer de l'argent, baisser les impôts. L'économie va repartir. Ça semble magique, facile, et c'est presque toujours un mensonge. Mais on le préfère, parce que le sucre calme plus vite que le diagnostic. Un autre exemple, quand un éducateur affirme que former des citoyens prend des années, qu'il faut investir dans la lecture, la pensée critique, la philosophie, il agit en médecin. C'est frustrant, lent, mais c'est réel. Pendant ce temps, le pâtissier lance une chaîne YouTube. Il promet d'enseigner ce que l'école ne vous dit pas en 5 minutes et vous convainc que le seul problème est un système caché et maléfique. Il est plus facile de haïr que de comprendre. Et le pire, ça marche. Parce que nous sommes accros aux raccourcis, aux solutions magiques, aux coupables tout trouvés, aux récits assez sucrés pour nous faire oublier que le monde est avant tout complexe. Socrate avait perçu cette addiction bien avant qu'elle ne porte un nom, et il avait essayé d'alerter. Sans éducation au goût de l'amer, la démocratie devient une vitrine de pâtisserie, brillante, appétissante, mortelle. Et voici le dilemme le plus profond de cette métaphore. Choisiriez-vous celui qui vous dit ce que vous avez besoin d'entendre ou celui qui vous dit ce que vous voulez entendre? Et si vous saviez que l'un vous soigne et que l'autre vous enivre, feriez-vous tout de même le bon choix? Car au fond, la démocratie, c'est cela. Un choix entre le plaisir immédiat et la vérité inconfortable. Socrate n'avait aucun doute. Il savait que la vérité perdait, à court terme. Et c'est pour cela qu'il a été exécuté. Car lors de sa dernière élection, son procès, les jurés ont voté pour le pâtissier. Ils ont voté pour ignorer l'inconfort, pour le silence, pour ne plus penser. Vous entendez l'écho? Quand un influenceur dit que la philosophie est une perte de temps, quand un candidat gagne en affirmant que trop réfléchir empêche d'agir, quand quelqu'un répète que le peuple est fatigué de la complexité, vous entendez la voix du pâtissier. Et le médecin? On le hue, on l'ignore, on l'emprisonne, ou, comme Socrate, on le condamne. Mais voici un retournement inattendu. La faute n'est pas au pâtissier. Il existe parce qu'il y a une demande. La faute est à l'éducation qui n'a jamais eu lieu, à la formation jamais priorisée, à la société qui a oublié que voter est un droit, mais surtout un devoir de lucidité. Socrate proposait une idée qui semble encore aujourd'hui révolutionnaire. Avant d'enseigner à voter, il faut enseigner à penser. Pas simplement avoir une opinion, mais penser contre soi-même. Penser au-delà du désir. Penser malgré la peur. Parce que le véritable antidote à la démagogie, à tous les pâtissiers, c'est un peuple qui reconnaît le tour de magie avant de goûter au sucre. Maintenant, faites une pause. Respirez. Que ressentez-vous? De l'inquiétude? Un certain inconfort? C'est bon signe. C'est l'amertume de la conscience. Et peut-être, dans cette amertume, se trouve la seule chance de renverser la logique perverse que Socrate dénonçait. Car le futur de la démocratie ne dépend pas du prochain candidat. Il dépend du prochain électeur, du prochain professeur, du prochain citoyen qui osera dire « Je n'applaudirai pas le pâtissier ». La métaphore socratique n'est pas une fable, c'est un diagnostic. Et comme tout vrai diagnostic, il ne console pas, mais il offre une issue. Sauf que cette issue n'est pas facile. Elle est lente, inconfortable. Elle exige qu'on choisisse le médecin, même en sachant que le traitement fera mal, même en sachant que le changement ne viendra pas en 4 ans, même en sachant que les applaudissements seront rares, mais le résultat, immense. Et vous, lors de la prochaine élection, du prochain débat, du prochain choix, qui méritera votre vote? Qu'est-ce qui pèsera le plus? La promesse sucrée ou l'avertissement amer? Socrate croyait que la réponse à cette question ne déterminerait pas seulement une cité,
mais le destin d'une civilisation. Peut-être exagérait-il, ou peut-être décrivait-il exactement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. La question est restée en suspens tout ce temps, non résolue, simplement là, comme un miroir inconfortable face à notre confort. Sommes-nous vraiment prêts à vivre sous une démocratie authentique? Je ne parle pas de la démocratie des urnes, des slogans électoraux ou des promesses de campagne. Je parle de celle qui demande plus que des opinions. Elle exige de la lucidité. Celle qui ne se satisfait pas du vote mais s'interroge. Qui vote? Et pourquoi? C'est cette inquiétude qui a consumé Socrate et qui lui a coûté la vie. Parce qu'il a osé poser la bonne question au mauvais endroit devant des gens qui voulaient tout, sauf penser. Il nous a laissé un avertissement. Quand une société donne le pouvoir à ceux qui ne sont pas préparés à l'exercer avec discernement, elle ne prépare pas la liberté, mais la manipulation. Et l'illusion, dans ce cas, se déguise en choix. Alors, après tout ce qui a été dit, après la métaphore du navire, le tribunal, la critique du droit de vote par naissance, l'ascension des démagogues, le duel entre le médecin et le pâtissier, reste la question essentielle. Et maintenant? La réponse ne réside pas dans le remplacement des visages au sommet. Elle est dans la transformation de ceux qui soutiennent la base. Parce qu'au fond, la démocratie n'est pas une structure de pouvoir, c'est un reflet. Elle renvoie, avec une précision troublante, l'image de notre conscience collective. Elle révèle si nous sommes guidés par la raison ou par la soif de consolation. Socrate rêvait de quelque chose de toujours radical aujourd'hui, une démocratie fondée sur la pensée, où le droit de décider va de pair avec la capacité de réfléchir, où voter n'est pas un réflexe, mais un exercice de discernement. Et voilà le point le plus sensible. Cette idée n'exclut personne, mais engage tout le monde. Et dans un monde qui exige rapidité, légèreté et divertissement, demander de la profondeur semble presque un blasphème. Mais, et si nous changions de direction? Et si, au lieu d'attendre des leaders plus conscients, nous commencions à former une société plus consciente? Des personnes capables d'argumenter sans agressivité, de vraiment écouter avant de répondre, qui n'attendent pas un sauveur, parce qu'elles ont compris que la liberté se construit par la raison, pas par des miracles. Cette transformation commence presque en silence, dans un livre lu avec attention, dans une conversation qui ne vise pas à gagner, mais à comprendre, dans une question qui dérange, mais fait mûrir. Elle commence quand quelqu'un se demande: cette promesse est-elle cohérente ou juste confortable? Quand le public se lève et choisit d'écrire l'histoire, plutôt que de simplement l'applaudir. Mais cela demande du courage. Le courage de prendre son temps, le courage de contredire, le courage d'interroger ses propres certitudes et de reconnaître qu'elles étaient parfois juste des conforts bien emballés. Peut-être que c'est cela, le régime que Socrate espérait. Pas celui qui distribue le pouvoir également, mais celui qui enseigne à tous à le porter avec la même responsabilité. Parce qu'un peuple éveillé ne se laisse pas guider par des slogans. Et une démocratie qui pense ne deviendra jamais otage de narrations faciles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a en vous quelque chose qui refuse d'accepter le monde en mode automatique. Vous sentez, même sans pouvoir le nommer, que l'enjeu n'est pas entre deux candidats, mais entre la conscience et l'apathie. Entre réfléchir ou simplement répéter. Si cette idée résonne en vous, alors cet espace est aussi le vôtre. Ici, on ne livre pas de réponses préfabriquées. On partage des questions qui demandent main de la présence. Parce que c'est ce que Socrate voulait nous enseigner. Sans le droit de remettre en question, la liberté n'est qu'un joli décor. Et sans la volonté de penser, il n'y a pas de choix, seulement une consommation déguisée en participation. Alors,
Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, likez, non par habitude, mais par résonance. Partagez si vous sentez que cela mérite d'être entendu. Commentez si vous voulez poursuivre ce dialogue. Abonnez-vous, non pour suivre un canal, mais pour rejoindre une communauté qui choisit de penser. L'algorithme récompense la surface. Mais l'histoire appartient à ceux qui ont choisi la profondeur, même seuls, même en silence. Et si Socrate était ici aujourd'hui, il ne vous demanderait pas d'être d'accord avec tout. Il vous demanderait une seule chose, ne jamais cesser de penser. Merci d'être allé jusqu'au bout, d'avoir écouté, au lieu de seulement entendre, d'avoir eu du courage.